Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. On se retrouve aujourd'hui pour ce dernier épisode de la saison 2 avant d'enchaîner avec la ligne éditoriale de l'été. Donc ça veut dire qu'il y aura des épisodes quand même tout l'été, mais ils seront courts. Ça veut dire que quand il y aura un épisode long, il sera coupé en plusieurs morceaux. Comme ça vous permettra aussi d'écouter ceux que vous n'avez pas eu le temps d'écouter depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'avec presque 60 épisodes, il y a quand même de quoi faire. Aujourd'hui, avec Aude, on parle des émotions et des maladies. Les émotions et les pensées, elles créent des réactions chimiques dans notre corps et à long terme, elles peuvent amener des maladies. C'est vraiment de ce postulat qu'on est parti pour cette conversation avec Aude. Mais vous savez que notre Dame Jeannette va toujours un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et dans cet épisode, elle va donc nous amener à l'origine des mots, les informations sensorielles. On a discuté des significations des maladies, comme on peut les trouver dans les dictionnaires, comme celui de Lise Bourbeau, Code Conné, ou celui de Jacques Martel, que je trouve vraiment pertinent, parce que moi je l'utilise et qu'il est toujours en plein dans le mille. Vous verrez comment on arrive à faire des liens entre son expérience de guérison des traumas intra-utérins et mon fameux dictionnaire. Si vous avez mal au genou, c'est le cas dont on a discuté. Donc restez à l'écoute. Pour autant, Aude, elle nous dit pourquoi ce n'est pas toujours si bon de donner une explication à nos mots grâce à ces dictionnaires. Cette longue discussion, elle peut paraître parfois un peu technique, mais je suis certaine que vous pourrez en tirer des informations importantes pour votre chemin, des prises de conscience et des conseils pour prendre soin de vous en prévention des complications de la vie. Tout de suite, j'accueille Aude. Salut Aude! Salut Angélique! Comment ça va? Mais ça va super et toi? Ça va bien. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler du lien entre les émotions et les maladies. Ouais, et ça va être un peu particulier aujourd'hui, non? Parce que quand on a échangé toutes les 2 sur le sujet, on n'avait pas la même vision, donc ce sera un peu, allez, pas un podcast débat parce que quand même on est des copines, tu vois? On est civilisées, on va pas se taper dessus. Mais ce sera intéressant d'avoir les deux Ouais. façons de voir les choses. Ouais, on a 2 visions différentes et bon, c'est vrai que toi, du coup, tu es quand même thérapeute, pas moi. Thérapeute autoproclamé, tu sais, hein, quand on monte sa méthode, C'est vrai qu'en l'expérience provient de l'expérience, du terrain, donc voilà. Je n'ai pour pas moi, franchement, ça a tellement de valeur ça de voilà, tu aides les gens et il y a des résultats donc il y a pas de il y a pas de débat à avoir là-dessus pour moi. Et et ouais, donc une vision différente, on va en parler tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi du coup ta vision du lien entre les maladies et les émotions? mmh mh. C'est une vaste question. J'ai commencé à étudier la chose il y a, quelques années, quand je suis tombée comme de par hasard sur un livre de, Bruce Lipton. Donc je sais pas si tu le connais? C'est Ouais. vrai qu'il c'est vraiment une figure, il fait référence parce que ça fait partie un peu de ces pionniers, qui étaient présents dans les années 60-70, et qui ont un peu défriché dans notre ère contemporaine toute cette connaissance, qui qui allait au-delà, hein, du matérialisme, de l'époque, quoi. Mmh mh. Et en fait, donc ce bouquin qui s'appelle Biologie des croyances, c'est un petit peu une synthèse de tout son travail, des 30-40 dernières années. Et en fait, Bruce Lipton, lui, il est généticien à la base et c'est un des tout premiers à avoir travaillé sur, le clonage de cellules dans les années 60. Je sais plus dans quelle université américaine il travaillait. Mais en fait, très rapidement, il a dérivé de la pensée, commune de son époque et puis de tous ses collègues qui, heu, qui posaient comme une certitude le fait que les gènes déterminaient, le comportement,
ou déterminait les maladies, ou en tout cas, voilà, on avait un déterminisme, génétique très, très fort. Et en fait, lui, il a commencé à travailler différemment, c'est-à-dire qu'il s'est quand même rendu compte que lorsqu'il mettait des cellules, tu sais, dans sa petite boîte de pétri, dans des environnements différents, elles réagissaient de manière complètement différente, alors qu'elles avaient la même génétique. Et en fait, c'est lui qui a vraiment, lancé, tout ce domaine, qu'on appelle aujourd'hui épigénétique, qui consiste en fait plus qu'à parler de déterminisme génétique, à, étudier l'environnement dans lequel les cellules se trouvent parce que a priori, l'environnement a un impact, beaucoup plus important, que le codage, génétique. Hem, juste une question du coup, environnement, c'est, ça peut être, l'air, ça peut être les personnes, ça peut être, l'alimentation, et quoi C'est d'autre? Et ben, en fait, c'est, pour lui, alors effectivement, oui, il en vient à ça en conclusion, finale, mais, dans ses premiers essais, scientifiques, l'environnement, c'était simplement le sang. Le sang dans lequel, évoluaient, les cellules et du coup les hormones, ou les substances qui, étaient présentes dans le sang ou qui n'étaient pas présentes. Mmh, C'était ça l'environnement des cellules. d'accord. Et donc en fait, quel est le rapport avec les émotions? C'est que, au fil de ces recherches, évidemment, on comprend assez rapidement que lorsqu'on éprouve une certaine émotion, cela va engendrer dans le corps un afflux de certaines hormones qui vont venir ensuite, coloniser, notre sang, influencer, nos cellules parce que le sang approvisionne nos cellules, et donc engendrer tel ou tel, comportement. Et c'est pour ça que, il a écrit ce livre qui s'appelle «Biologie des croyances» parce qu'entre émotion et pensée, bah, on sait bien que les 2 sont intrinsèquement liés et que lorsque, on cultive certains types de pensées ou certains types de croyances, de schémas, de croyances qui reviennent comme ça, de manière répétitive, et bah, ça a un impact sur notre chimie, intérieure, corporelle et donc du coup, ça a un impact sur nos cellules et donc bien sûr, ça provoque tout un tas de réactions qui, à long terme, peuvent, engendrer des maladies et donc il avait fait ce bouquin est très intéressant, il a été, un peu amélioré, je crois en 2016, mais il est plus vieux que ça. Donc effectivement, les exemples qui sont dedans sont assez anciens, ça date des années 90, début des années 2000. Ancien, tout est relatif, enfin voilà, c'est pas les dernières recherches, derniers cris. Et puis, bah, il donne énormément d'exemples de recherches qui ont été faites dans ce sens-là, notamment autour de maladies chroniques, cancer du sein et cetera. Donc c'est vrai que, je suis, moi j'ai mis le pied à l'étrier, tu vois, en en explorant, en lisant ce livre et ça m'a ouvert à voilà, un certain horizon et à l'époque, je pratiquais, cette méthode que j'ai appelée libération émotionnelle qui était une, méthode que j'avais apprise, donc qui était assez centrée sur les émotions. Comme l'EFT? C'était pas Non, c'est pas de l'EFT, c'était un autre type de méthode qui consistait, à remonter dans les souvenirs de la petite enfance pour, on va dire, rentrer en contact avec son enfant intérieur et voilà, lui apporter, ce dont il aurait eu besoin. Puis après j'ai constaté les limites de cette méthode-là et j'ai constaté aussi la limite du traitement des émotions. Parce que j'ai compris que les émotions n'étaient pas en fait le point de départ, heu, ce n'était qu'un maillon, de la chaîne, heu et hem et qu'effectivement ce maillon avait un impact, mais comme il n'était pas la racine, aller traiter les émotions, avait un impact en fait que partiel, sur la personne. Je vois. Du coup, le 1er maillon, ce serait, du coup, ce qui se passe dans le ventre comme on en a parlé plein de fois, c'est ça? Oui et en fait, corporellement, le premier maillon, ce sont, des informations sensorielles, corporelles. C'est de la mémoire en fait corporelle, la D'accord. mémoire de sensations, de douleurs, de gêne, Mmh. hem, voilà, d'inconfort divers et variés et cette information-là, vécue par le corps à un stade très, précoce, a été en fait enregistrée
par le système nerveux en construction et qui était en plus, vierge, hein, à l'époque, donc vraiment un disque dur, parfait pour enregistrer le moindre info. Et en fait, ces sensations, bon, ces paquets de sensations, hein, qui étaient liés à des quand même des événements, complexes, ont fini par donner, comme des programmes, comme des petits programmes, hem, du système nerveux, qui, ensuite sont devenus comme des schémas de référence pour le système nerveux, pour le corps. Et en fait, ces schémas de référence sont ceux sur lesquels on fonctionne dans notre quotidien puisque c'est les premiers qu'on a appris. D'accord. OK. Alors après, je pourrais parler du système nerveux de manière un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus en détail, mais je ne sais pas si nous aurons le temps de faire cela. Mais en gros, voilà l'idée, c'est que, ces sensations corporelles, ces mémoires, corporelles sont inscrites dans notre système nerveux. Elles ont constitué des, schémas, neuronaux, un peu comme des autoroutes, que le corps emprunte, systématiquement, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, puisque le système nerveux fonctionne, par association et s'il n'y a pas d'association à faire, par apprentissage. Mais à l'âge adulte, tu parles que on a suffisamment emmagasiné, d'apprentissage du corps pour qu'il n'ait pas besoin de réapprendre de nouveaux comportements. Il trouvera toujours quelque chose un programme stocké en lui, pour faire le parallèle, en fait, entre ce qui est vécu et ce qu'il a déjà vécu et il lancera automatiquement, du coup, le programme correspondant. Et ce programme correspondant, en fait, la plupart du temps, il est complètement dissonant. Alors, en fait, le rapport avec les émotions, c'est quoi? C'est que les sensations, corporelles, qui sont le socle de ces programmes, et ben, elles engendrent des émotions. Ça D'accord. c'est dans ce sens-là, en fait, que ça fonctionne. C'est que nos programmes prédéterminés, qui nous font réagir automatiquement de telle ou telle manière en fonction des situations qu'on vit, sont souvent, en fait, des programmes issus d'événements traumatiques, donc quand nous étions des fœtus. Et donc ces programmes étant constitués de sensations corporelles, c'est ça qui va se déclencher en premier lieu dans le corps quand on va être face à une situation. On va expérimenter un inconfort physique qui va se manifester de différentes manières. Et cet inconfort physique, c'est lui qui va engendrer des émotions, qui vont engendrer ensuite des pensées. Donc on va se mettre à potentiellement ruminer sur un truc ou alors, se dire des choses, en tout cas interpréter, le message sensoriel et émotionnel. Et ces pensées vont ensuite engendrer un comportement, donc une réaction, une action, un choix, peu importe, qui va être du coup extrêmement influencé, complètement stéréotypé. Donc toi, tu es vraiment sur l'origine des mots comme toujours C'est ça. Mmh. et moi, ce que je connaissais avant toi de tout ça, c'était, le Grand dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel Très et connu, ouais. moi, je jure que par ça, hein, tu vois? Mmh. D'habitude, quand j'ai quelque chose ou quand quelqu'un de mon entourage a quelque chose, tac, je vais directement lui faire une petite capture d'écran parce que je l'ai Mmh. sur mon téléphone et je lui envoie ça et c'est encore arrivé cette semaine d'ailleurs. Et Heu, donc c'était sur ce sujet-là qu'on avait, du coup un désaccord ou une vision différente parce que, forcément, moi la manière enfin mon expérience, tu vois, est issue de ma pratique et de cet apprentissage sur les schémas, nos schémas de fonctionnement, et du coup, toi ton expérience est quand même basée, beaucoup, là-dessus et en fait, est-ce qu'il y a une vérité universelle dans cette tu vois, dans cette histoire, qu'il y en a une qui a raison, une qui en a pas. En général, je pense que la vérité se retrouve un petit peu toujours au milieu. Et c'est vrai que tu me disais qu'il y a beaucoup de gens, qui se retrouvaient, mais dans oui, les descriptions, en fait, dans ce que que tu leur tu faisais. ouais, complètement parce que, hem, je sais pas si donc vous, les auditeurs, vous connaissez ce grand dictionnaire, des mots et des maladies de Jacques Martel qui est quand même, pour moi, extraordinaire parce qu'à chaque fois que je prends le texte, je le lis, je me dis: «Tu vois, ça me parle pas». Tu vois? Tu disais que c'était quelque chose qui était assez, universel et que tout le monde pouvait traverser. Par exemple, l'histoire de cette semaine, j'ai lu Mmh et ça mh. me correspondait pas du tout, tu vois? Donc je l'envoie à la personne et elle dit à chaque fois quasiment: «Oh, c'est l'histoire de ma vie» Mmh mh. et c'est fou parce que ça permet aussi de conscientiser des choses, qui sont, qui créent en fait, ces blocages, qui sont souvent par rapport aux émotions puisque c'est des situations
qui sont vécues. Mais peut-être que si on met en parallèle avec toi, voilà, on va vers l'origine de ce comment on ressent les mots, si j'ai bien compris. Comment on vit les situations par rapport à ce qu'on a, engrammé quand on était dans le ventre. Bah, après, il y a 2 choses différentes dans le dictionnaire de Jacques Martel, tu sais, il y a, Il y a des tout ce qui est situations aussi. douleur ou les si enfin, je le connais pas par cœur, mais, il y a la signification des maladies, hein, quand tu as une angine ou je sais pas, une maladie chronique, puis aussi les douleurs du corps. Il y a ces 2 aspects-là, non? Puis il y en a pas d'autres sur, Il y a même des choses un peu surprenantes dedans, comme, meurtre, tu vois? Genre, j'ai des ah envies oui, de c'est dingue, hein? j'ai une pulsion de mort sur mon voisin. Et il y a aussi accident, tu vois? Qui pourrait Mmh. être surprenant. Genre si tu as un accident, bah, c'est que, voilà, il y a des choses qui sont un peu explosives. Je l'ai pas, je me souviens pas de la définition, mais c'est hyper intéressant. Par Ouais. exemple, j'ai eu une fois un pneu crevé l'année dernière et je regarde dedans ou je sais plus, je vois une genre de définition de ça. C'était: «Quelqu'un vous épuise et vous met à plat». C'était le cas, à ce moment-là. Tu sais, c'est marrant cette histoire de voiture, mais en général oui, parce que là, on va un petit peu plus loin que les mots, tu vois, les maladies. Ça reste des mots, au Mais, final. en fait, pour notre corps, hem, la voiture ou la maison, comme ce sont des entités qui nous contiennent, hem, pour notre corps qui n'est autre que notre inconscient, ces structures-là, en fait, représentent, justement le corps. Ça lui représente lui. Et je pense qu'énergétiquement, il y a une interaction entre, notre corps physique, ce qu'on émane énergétiquement et ces structures, matérielles-là, hein, soit notre maison ou notre véhicule. Et en fait, quand notre corps physique est en détresse d'une manière, spécifique, c'est pas rare que justement, notre maison ou notre voiture réagisse d'une manière extrêmement précise pour, en fait, qui va être extrêmement aussi symbolique de ce que l'on vit, intérieurement. Donc je pense qu'il y a vraiment un échange, énergétique, mais ouais, c'est très important de comprendre et d'ailleurs, bah, je peux donner un exemple, tout bête, de comprendre que pour notre corps, la voiture, par exemple, on va prendre l'exemple de la voiture, ça le représente lui. C'est pour ça que, les personnes qui font de l'anxiété, certains types d'anxiété, il y a plein de types d'anxiété, l'anxiété est basée sur, de multiples peurs, mais il y a un exemple très, parlant, il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété en voiture et qui vont avoir, soit peur de la vitesse, soit, commencer à paniquer dans les lignes droites qui, sont encadrées par exemple des rambardes de sécurité. Donc, en fait des routes où tu ne peux pas sortir, c'est-à-dire que tu rentres, tu roules vite et tu peux pas t'extirper. Et ben, ces situations-là, pour des personnes qui ont vécu un événement intra-utérin, spécifique, dont je vais parler et qui du coup ont de l'anxiété, ce sont, typiquement des situations dans lesquelles ils ont beaucoup de mal à être et qui vont engendrer des crises de panique ou la perte en fait de leurs moyens. Donc tout d'un coup, ils vont avoir les jambes qui flagellent, ils vont plus sentir leurs mains, l'impression qu'ils vont perdre pied, qu'ils vont s'évanouir ou alors qu'ils vont avoir un accident, qu'ils vont rentrer dans une rambarde et tu vois dévier de leur trajectoire. Il va y avoir un sentiment de panique, l'impression d'avoir du mal à respirer et cetera. Et en fait, tout simplement, pourquoi? C'est que, il y a eu, on a tous vécu, l'asphyxie en tant que fœtus, mais il y a certains types d'asphyxie, qui, causent, une décorporation de la conscience, heu et en fait, elle va s'extirper, du corps physique. Donc pendant la vie intra-utérine, hem il y a, souvent, en fait, tout un tas d'accidents de cordon, ombilical qui va venir se pincer. Ça va provoquer une asphyxie parce que le cœur ne va plus recevoir suffisamment de sang et d'oxygène et quand l'asphyxie est très forte, parce qu'il y a plusieurs stades, et bah, cette décorporation va intervenir. C'est-à-dire parfois on va juste être un peu dans les vapes, heu, voilà, un peu fatigué. Au stade supérieur, au stade extrême, c'est perte de conscience totale, c'est blackout et entre 2, il y a cette décorporation
Et donc en fait, ce sentiment de sortir de son corps, si en plus ça s'est répété à plusieurs reprises, et ben, le corps va garder cette mémoire parce qu'évidemment ça aura engendré un très grand stress intérieur. Ça aura été pour lui, ce sera transformé en un modèle en fait, de référence de comportement. Si jamais, tu vois, il se retrouve face à une situation similaire, il va réenclencher, il va enclencher une réaction s'il se met à ressentir à nouveau les sensations de cette décorporation et donc en fait, c'est exactement ce qui se passe en voiture. Quand on se retrouve dans les lignes droites avec des rambardes de sécurité. Alors aujourd'hui, je n'explique pas forcément tous les détails, tous les liens, les mini liens qu'on peut faire, entre, cet événement intra-utérin et cette situation en voiture. Heu, mais, hem, mais en tout cas, c'est quasi systématique. Une personne qui me dit: «J'ai de l'anxiété, en voiture», je lui dis: «C'est dans les lignes droites avec des rambardes de sécurité ou quand tu peux pas sortir?» «Oui». Voilà et on se retrouve toujours dans la même situation intra-utérine. Donc vraiment ce parallèle, corps physique, voiture est vraiment fort quoi. Parce que, oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la personne qui va être dans sa voiture, lorsqu'elle va se sentir mal, elle va vraiment avoir, le sentiment, heu, de comme de rentrer progressivement en flottaison, tu sais? Donc, d'une Mmh. certaine manière, comme si elle allait s'extirper de la situation. Donc comme si elle, dans son corps physique, représentait sa conscience et que sa voiture représentait son corps et que d'un coup, pouf, ça allait se dissocier, que les 2 allaient se séparer, séparation de corps. Ouais. Tout est tout est unité, tout est uni. Nous sommes un tous, bah, ça vaut aussi pour la matière au final. Ouais, je pense et puis, hem, on est quand même constitués de différents corps et lorsque notre corps physique a compris ça, qu'il y avait lui, mais qu'il y avait différentes couches qui l'habitaient aussi, hein, qu'on était, plusieurs strates et quand il a intégré l'idée que ça pouvait se séparer, il fait rapidement le parallèle entre, avec des situations en fait de la vie où on va être un peu dans la même configuration et finalement dans une voiture, c'est un peu ce genre de configuration. Dire qu'il y a nous, la conscience dans la voiture, voiture qui symbolise notre corps physique. Mmh. Ça fait 2 couches et non mais je trouve ça génial, quoi. Ouais, ça me fait penser aussi à, par exemple, si on retourne sur la signification des mots de Jacques Martel ou et qu'on extrapole, j'avais vu aussi qu'une invasion de fourmis dans la maison, genre, d'un coup, tu as partout qui arrivent, mais par milliers d'un coup, c'était on se laissait envahir, tu vois? Symboliquement, on était en train de se laisser envahir. Il y a aussi cette symbolique qui est hyper présente dans le dictionnaire des Mmh. mots. Je sais pas, les fourmis, c'est une autre histoire, ça vient d'ailleurs. Hem, Ouais, les c'est invasions d'insectes en général. Ouais, tu te fais parce que tu te fais envahir et moi je me souviens, j'avais j'étais une fois, chez quelqu'un et cette personne se faisait envahir par sa mère et heu et là d'un coup, il y a eu des fourmis à zèle, mais partout, dans la pièce, partout, Mmh. partout, partout et quand je lui ai dit ça, cette signification, tu vois, ça lui est venu tout de suite à l'esprit. Il savait très bien de qui il se laissait envahir, en fait. Mmh. C'est Ouais, intéressant. ouais, bah, ouais, bah, de toute façon, on est en interaction énergétique permanente avec le vivant. Quand il y a une dissonance en nous, qu'elle soit d'ordre corporel ou, sur, des strates plus subtiles, forcément que ça va se répercuter dans l'interaction avec, notre environnement. Mais en fait, moi, là où, j'étais un peu ronchonchon vis-à-vis de ces parallèles-là, donc c'est vrai que le dictionnaire de Jacques Martel, je le connais pas bien, je connais pas le niveau de détail dans lequel il va, mais des dictionnaires des mots et des maladies, il y en a un petit paquet. Et là, ce qui m'embête, c'est plus l'interprétation de comptoir, si tu veux. Mmh Heu, mh. je vais te prendre l'exemple le plus bateau, mais dont on entend toujours parler, hem, c'est, «J'ai mal au genou, donc j'ai un problème dans ma relation aux autres», tu vois? Parce que le «je» et le «nous», bon alors déjà, tu prends le mot «genou» dans d'autres langues, tu ne feras pas le parallèle, tu vois? Il n'y a pas cette sonorité, qui ramène à «je» et à «nous», dans les autres langues, donc
tout à fait d'accord. hein, Mmh. et tout le monde a des problèmes relationnels, tu vois? Et il y a plein d'interprétations extrêmement, un peu à l'emporte-pièce. Même, le dictionnaire, bah, celui que je connais, c'est le dictionnaire des maladies de Lise Bourbeau. Je le Mmh. trouve extrêmement bateau et pour revenir à cette histoire de genou, bon, bah, j'ai mal au genou, donc je dois avoir un problème avec les gens autour de moi. Bon, alors au-delà du fait qu'on a tous des problèmes relationnels, hem, les douleurs persistantes dans le corps que l'on n'arrive pas à expliquer, on a beau aller chez l'ostéo ou faire des radios, des examens, il y a rien, qui ressort, il y a pas de problème, visible. Bon, bah, en fait, ces douleurs chroniques sont simplement des mémoires. C'est pareil, c'est toujours la même chose. Ce sont des mémoires sensorielles qui s'activent de temps en temps. Hem, Exemple, une personne qui va venir me voir pour bah, évidemment, bon, les gens viennent pas forcément me voir pour des problèmes d'ordre physique, des petits maux chroniques, mais par contre, je les questionne toujours là-dessus. Bah, on va me dire, «Ah oui, beh, en plus, ça fait quelques années, j'ai mal au genou, de manière récurrente, ça me vient de temps en temps, c'est hyper douloureux et tout ça». Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne, dans sa vie intra-utérine, a eu son cordon enroulé autour des genoux. Ah! Et elle va le revivre, et cette mémoire-là, cet événement-là, c'est engrammé. L'information sensorielle n'a pas pu être traitée par le corps parce que ça a été trop douloureux, et ça a engendré tout un tas d'inconforts corporels qui ont engendré tout un tas, d'émotions. Ça a créé des schémas, comportementaux, plus ou moins complexes et en fait, ça va se réactiver, on pense, de manière aléatoire dans la vie. Donc: «Ah, j'ai mal au genou, je sais pas pourquoi». Bah, en fait, ton corps physique, lui, il sait très bien pourquoi il lance cette mémoire-là parce que, il vient de faire un parallèle extrêmement précis entre ce que tu vis là et ce qu'il a déjà vécu, comme événement, au tout début de son existence. Et en OK. fait, en revivant l'événement, intra-utérin en question, et ben, cette mémoire-là va, s'en aller et la douleur ne réapparaîtra plus. D'accord. Donc mais ce cas de cette femme, ça sera peut-être pas le cas d'une autre, tu vois? Possiblement. Mais du coup, je cherche. Je cherche. Qu'est-ce qu'il dit notre ami Jacques Martel à propos du genou? Ah bah tiens, voilà. Ça va être intéressant de faire cette petite étude. Et Pas pratique en direct, s'il vous plaît. c'est là qu'il dit, relationnel, je, nous, Ah voilà, c'est bon. le Là, c'est bon, je langage m'en vais. des oiseaux, tu connais? Je déménage, je pars en vacances. Alors, ah, c'est long un peu. Oh là 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 là. Alors déjà, il décrit le ce que ça peut être, tu vois? Il dit voilà, les tissus mous, là là, ça fait, bref. On passe cette partie. Par exemple, si mes genoux craquent, je peux avoir l'impression de craquer ou d'avoir peur de craquer sous le poids des responsabilités, de la pression, des efforts. Puisque je suis très perfectionniste, je vois cela comme un échec ou à tout le moins, je suis déçue de moi-même, de ma performance. Bon bah, tu Il vois, par exemple, là-dessus, moi, je peux Ouais. rebondir tout de suite là-dessus. Mmh. Les personnes qui ont des problèmes aux genoux sont malheureusement des personnes qui ont souvent eu le cordon autour des genoux et quand tu as eu le cordon autour des genoux, il n'a pas été que autour des genoux. Souvent, il a commencé par être, au niveau du buste, et puis, il est descendu jusqu'au bassin, puis au niveau des genoux, puis au niveau des chevilles parce qu'évidemment, le nœud ne peut s'évacuer que vers le bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre pauvre fœtus, il s'est retrouvé bloqué, ça l'a extrêmement énervé, ça lui a mis une très grosse pression et le corps s'est senti la responsabilité, de se sortir de la situation et il s'est retrouvé face à, une situation, face à une force beaucoup plus puissante que lui. Parce que la plupart du temps, il a beau gigoter dans tous les sens, il a beau tout donner, il peut rien faire contre ce nœud, il est trop faible pour ça et donc ça va engendrer beaucoup de fatigue, hem et ensuite, tout un tas d'émotions, comme du désespoir, de la tristesse, jusqu'à la résignation, et systématiquement, moi, les personnes qui sont en séance sur des problématiques de cordon de ce type-là, vont toujours me dire: «Mais j'y arrive pas, je voudrais m'en sortir, je me sens bloquée, je suis coincée, j'y arrive pas». «Ah bon? Parce que c'est de ta responsabilité?» «Mais oui, mais il faut que je m'en sorte, il y a personne pour m'aider et il y a que moi qui peux me sortir de cette situation, donc si je le fais pas, si je trouve pas de solution, mais je vais rester comme ça pour toujours et je vais souffrir comme ça jusqu'à la fin des temps, donc il faut que je me sorte de cette situation». Donc là, tu vois, le poids des responsabilités, il est là.
Intéressant. C'était juste une petite, partie parce qu'il propose plein d'autres solutions. Mmh mh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hem, j'ai peur de trahir quelqu'un si je me choisis, que je prends soin de moi. Si je veux éliminer les malaises qui affectent mes genoux, je dois accepter de m'ouvrir au monde qui m'entoure et accepter d'avoir à changer ma manière d'être sur certains aspects. Je prends conscience de la colère que je porte depuis des années et que je réprime. J'ai à apprendre à aller avec le courant, à laisser aller mes vieilles façons de penser. Mmh. Et ben, tout ce qui est, les problématiques de cordon, autour, du corps, sont, des événements qui vont, créer ensuite beaucoup de problématiques autour de la colère. Ah, Et que la colère, sera la réponse quasi automatique à peu près tous les problèmes. Même si derrière cette colère et ben, il y a tout un cheminement émotionnel, de tristesse, comme je disais, de tristesse, désespoir, résignation et cetera. Hem, c'est le fait tout simplement de se sentir bloqué qui va engendrer une nervosité intérieure pour le corps, qui va essayer de se débattre, nervosité qui va s'intensifier, et qui va donner lieu à une très, très grosse colère. mmh. C'est marrant, enfin, du coup, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, tu vois, de conscientiser tout ça, grâce au dictionnaire, mais toi, tu vas aller voir le truc, en profondeur, quoi, mais du coup, personne n'a tort, quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ça et mais tu vois, c'est ce que je disais à une amie hier, je sais plus, ou avant-hier. Bon bref, je pense qu'on s'en fout de cet aspect, logistique des choses. Hem, Ce que je disais, c'est qu'au stade, où je suis rendue dans le traitement de l'information traumatique, c'est que je me rends compte qu'il n'y a plus besoin de conscientiser quoi que ce soit. Ouais, On ouais, n'a plus on a besoin déjà parlé de ça, ouais. d'aller couper les cheveux en 4, d'aller chercher le pourquoi du comment et en fait, c'est ça que je vais, moi, peut-être reprocher à ce genre de dictionnaire ou alors on va dire le «l'abus» entre guillemets qui en est fait. Parce que souvent quand on sert à l'humain, à l'ego humain des explications, ces explications ne vont pas servir à engendrer un changement, mais vont soit servir à alimenter un discours intérieur, soit de victimisation, soit de suranalyse, qui vont peut-être provoquer un soulagement temporaire, mais très temporaire, parce qu'on aura trouvé un os à ronger, donc on se sentira artificiellement un petit peu moins mal. Mais ça ne va pas engendrer de réels changements, comportementaux. Et on va, comme ça naviguer, dans sa vie d'explication en explication, de prise de conscience en prise de conscience et on a l'impression qu'on fait un travail profond sur soi-même, alors qu'on est simplement, en train de 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 se faire des nœuds au cerveau, en fait et on est en train de suranalyser des choses, alors que ce qui est en train de se passer, le malaise qui est en train de se passer, il est dans le corps. Il est pas dans l'intellect et là, on est sur 2 autoroutes complètement différentes. Et Mais l'information traumatique se trouvera toujours dans le corps et c'est lui qui a besoin d'une libération, c'est pas nous, c'est pas, notre esprit qui est en train de se raconter des choses. ouais, j'avais bien aimé ce que tu m'avais répondu, c'est un peu, avec tout ça, on se raconte des histoires. Ah ouais, ouais, on se raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais notre relation corps-esprit, évidemment, hein, c'est une interaction et notre corps est dans un grand stress aussi à l'idée, de libérer cette information traumatique. Pourquoi? Parce que pour la libérer, il faut la revivre et ça fait mal et donc il a envie de s'en débarrasser, mais il a pas envie de le revivre et de ressouffrir. Donc d'un point de vue sensoriel, au niveau des sensations que le corps va engendrer en nous, il va nous influencer aussi pour persister dans cette voie de l'explication, cette espèce de voie de garage en fait, pour ne pas aller, heu, vraiment, sur le vraiment sur le nœud du problème et résoudre, le trauma en tant que tel. Parce qu'en fait, nos traumas nous influencent en permanence. On a l'impression que les traumas s'expriment simplement quand on est en interaction, avec une personne, hein, dans nos situations sociales, mais en réalité, le trauma est toujours là. Pourquoi? Parce que ce sont des modèles sensoriels et donc nos sensations sont toujours en train de s'exprimer dans notre corps,
on n'a pas besoin d'être en interaction avec, Pierre, Paul ou Jacques, pour que, ces modèles sensoriels, ces empreintes en fait sensorielles s'expriment dans le corps. Il suffit d'être, en immobilité, d'être fatigué, d'être en train de travailler sur son ordinateur et d'en avoir marre. La moindre émotion qui arrive et qui, bah, est un petit peu répétitive, on a le sentiment que cette émotion-là, bah, on la croise souvent et toujours dans le même type de situation. Potentiellement, je sais pas moi, tu travailles sur ton ordinateur, tu reçois un mail et puis ça te fout le stress, parce que tu regardes ta boîte mail et que tu as 30 mails qui t'attendent dans ta boîte. Toutes les situations sont, de super, déclencheurs de mémoire traumatique. Mmh. Donc notre trauma, bah, il est toujours là, hein, c'est un trauma, c'est un long film. On n'est pas toujours branché à la même séquence Mmh. et c'est vrai que, du coup, notre corps, hem, est toujours en train d'exprimer ça et il est toujours en train, de manifester aussi le fait de vouloir s'en libérer de cette information, parce que ce n'est pas de l'information, saine, c'est une information qui provoque une souffrance pour lui. Mais il est aussi en train d'essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que il a peur. Enfin, c'est nous qui avons peur. Les émotions, c'est nous, c'est notre part, on va dire, c'est dans notre corps émotionnel, c'est pas dans notre corps physique. Le corps, lui, n'éprouve pas d'émotion. Il éprouve de la sensation, mais il y a un stress physique à l'idée de se débarrasser, de ça. Donc on est toujours très encouragé à l'idée de mentaliser les choses, de conscientiser les choses, d'avancer avec la réflexion. Et puis on se dit: «Bah, voilà, j'ai fait tel travail sur moi, ça m'a énormément brassé, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties, j'ai l'impression que j'avance». Bah non, en fait, tu n'avances pas. Malheureusement, tu n'avances pas parce que tout ce que tu as fait en conscientisant et je sais que c'est vexant d'entendre ça, tout ce que tu as fait en conscientisant et en réfléchissant et en prenant, en te rappelant de certains souvenirs, et ben, tu as pris le seau avec le trauma au fond qui était de la terre, tu vois? De la terre bien tassée. Tu as pris le seau d'eau et tu as tout secoué. Et là, du coup, il y a plein d'émotions désagréables qui remontent à la surface. Et là, tu as l'impression que tu as avancé? Non, tu as juste secoué le seau. Et les émotions, elles vont redescendre. Parce qu'en fait, ton corps a réagi parce que toutes les prises de conscience que tu as eues. Et il y a plein de sensations désagréables qui sont arrivées, elles ont été tellement fortes qu'elles ont créé plein d'émotions. Et ces émotions, elles vont peut-être stagner pendant une semaine, 15 jours, et puis à un moment donné, pouf, la terre va se redéposer au fond du seau. Et ça n'aura pas avancé. On aura le OK. sentiment d'avoir avancé parce qu'on aura découvert intellectuellement de nouvelles choses. Mmh. Donc c'est juste c'est cet aspect-là, moi, que je reproche, tu vois, c'est à ces dictionnaires, c'est que c'est très intéressant pour, l'aspect notre aspect, on va dire, notre part intellectuelle parce qu'en tant qu'humain, on est tout le temps en train de rechercher le mieux, on est tout le temps en train d'essayer de découvrir des choses, on est tout le temps en train de chercher des solutions donc notre esprit est très curieux. Mais si on s'arrête là, ben, on n'avance pas et Mmh. et tu vois, des méthodes, thérapeutiques, des explications, tu pourras en trouver toute ta vie. Tu en trouveras toujours plein, enfin, elles seront toujours différentes. Je pense qu'il n'y a pas assez, d'une vie inventer, des moult et moult explications. Donc il y aura toujours de quoi alimenter ton moulin en informations, mais ton corps physique, lui, n'aura pas avancé. Mmh. OK. Parce que moi, je sais pas, tu vois, quand une fois que j'ai conscientisé, ça m'a expliqué plein de choses et j'ai regardé les choses autrement après et du Mmh coup, mh. moi, ça m'a vachement aidée d'avoir un regard sur, ma vie, et de comprendre qu'est-ce qui s'était passé et de comprendre où il y avait des schémas pour Mmh. éviter de les reproduire, tout simplement. Ah oui, non, mais c'est utile pour tout un tas de choses, ça dépend à quel niveau tu travailles. Si tu travailles, en fait, l'humain, c'est un oignon, n'est-ce pas, hein? On va Encore une reprendre fois. cette superbe image. C'est un oignon et on est fait de plusieurs strates et on a tendance à travailler toujours sur les mêmes strates en négligeant d'autres. La strate qu'on néglige le plus, c'est le corps. C'est lui qui est, le la cause de toutes nos répétitions.
une grande partie de nos répétitions, de toutes nos répétitions compulsives, en fait, de tout ce qu'on n'arrive pas à contrôler, les répétitions émotionnelles, tout ce qui est, les addictions, hem, voilà, tous les comportements, en fait, qui sont plus forts que nous, et qu'on ne parvient pas à enrayer malgré toute notre bonne volonté. Donc au niveau du corps, en fait, une fois qu'on a observé ces comportements-là, ça sert à rien de conscientiser. Il faut laisser le corps évacuer l'information pour qu'il arrête, en fait, de fonctionner sur ce schéma-là. Mais il y a pas que le corps, il y a aussi le niveau de l'âme. Alors l'âme, bon, tu sais que j'ai pas la même, vision de Mmh. l'âme que que celle qu'on a en général. Mais l'âme, c'est ce qui contient, on va dire, tout notre vécu de cette vie-là, des autres et de tout un tas d'autres choses, en fait, hein, pas que de nos incarnations, terrestres effectivement vécues, hein. Il y a aussi tout un tas de conditionnements, d'informations, qu'on va engranger dans notre petite besace, âme. Quand on travaille au niveau de l'âme, effectivement, conscientiser est très utile parce que notre âme est reliée à notre esprit. Donc c'est Mmh. un fonctionnement qui est complètement différent. OK. La seule chose, c'est que quand on travaille qu'au niveau de l'âme et qu'on ne travaille pas au niveau du corps, toutes les conscientisations que tu vas faire au niveau de l'âme vont avoir un impact modéré parce que dans la matière, ton corps étant beaucoup plus puissant, il t'influence tellement que, il va te mettre des bâtons dans les roues, en fait, dans ton avancement. Tu auras beau comprendre certaines choses, tu auras beau avoir avancé, dans la perception de qui tu es, dans la connaissance de qui tu es, hem, si tu n'as pas travaillé au niveau de ton corps, lui, il va continuer à fonctionner sur ces vieux schémas qui vont être contre-productifs, en fait, par rapport aux compréhensions que tu auras faites. Ça va pas t'aider à avancer. Mais donc en fait, il faut savoir où on met le curseur, où est-ce qu'on travaille et est-ce qu'on regarde bien, en fait, on est bien, en fait, sur tous les niveaux. Mmh. Parce qu'admettons, tu vas travailler au niveau de l'âme sur une compréhension, je sais pas moi, d'héritage, héritage karmique, bon, voilà, OK, très bien, donc tu as fait cette compréhension-là. Cette compréhension, là, en tout cas ce schéma karmique, il a, une incidence, sur ton corps émotionnel. Hem, donc le fait d'avoir fait les compréhensions nécessaires, qui devraient normalement te suffire pour faire une transformation, et ben, si tu n'as pas travaillé sur tes traumas du corps, qui eux aussi ont un impact sur ta sphère émotionnelle, et ben, la conscientisation que tu auras fait, aura qu'une incidence hyper mineure sur, tes réactions émotionnelles dans, un do ce domaine, tu vois, particulier. Enfin voilà, j'aurais pu préciser l'exemple, mais ce n'est pas global, c'est dans un domaine particulier sur certains sujets, certains types de relations et cetera. Donc en fait, c'est hyper important de libérer toutes les strates de ce que l'on est, de ce qui nous compose. Et c'est pas très compliqué, il faut juste savoir, quel type de mécanismes appartiennent à quelle poupée russe quoi, si tu veux. Heu D'accord. et moi, mon cheval de bataille, c'est, tout ce qui se passe dans le corps. Parce qu'aujourd'hui, on comprend encore très mal comment fonctionne le corps, comment il engrange l'information, comment il porte le trauma, comment ce trauma s'exprime et comment il peut être facilement, libéré pour arrêter de nous faire chier, clairement, pour nous pour arrêter de nous empêcher d'avancer. Mmh mh. On travaille beaucoup au niveau de l'âme, aujourd'hui dans toutes les thérapies holistiques, c'est très bien, mais c'est insuffisant parce que, ce sont des sphères en fait qui sont plus subtiles et d'un point de vue très terre à terre, le corps lui, très ancré dans la matière, est très fort et si on libère pas le corps, bah, tu peux faire énormément de travail d'un point de vue, de l'âme. Bah, il y a des choses sur lesquelles tu vas pas avancer. Après, ça dépend le niveau de trauma de chacun. Mais, tu vois, des personnes qui vont être terrassées par des angoisses, par des troubles du comportement alimentaire, par des addictions, qui vont vraiment avoir des symptômes très forts, qui vont être dans des schémas répétitifs relationnels, qui sont complètement, destructeurs et tout, Mmh. bah, elles peuvent aller faire toutes les libérations karmiques du monde, travailler sur leur transgénérationnel, faire, toutes les conscientisations possibles et imaginables dans les voyages chamaniques ou que sais-je.
ça va pas changer, en fait, ça va rien changer de la réalité de leur quotidien. Après dans les voyages chamaniques, il y a aussi de la libération, du corps, je crois, non? Comme tu vois, par exemple, en breathwork ou, en libération chamanique, en voyage au tambour, il y a des moments, tu fais sortir, tu vois? Tu pleures, tu cries, tu hurles, tu bâilles beaucoup, tu vois aussi? Et C'est je et suis là, ça d'accord. libère. Et là, est-ce qu'on est en train de travailler sur le corps ou Alors pas? je suis d'accord, on est en train de travailler sur le corps, mais d'un point de vue, en fait, de mon expérience, encore une fois, pour libérer tout le trauma du corps, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Mmh. Si tu fais 3 voyages chamaniques de 2 heures, bah oui, tu auras libéré une certaine quantité d'informations, mais c'est insuffisant. Une personne qui va revivre sa naissance, pour certaines personnes, ça prend 6 heures en tout. 2 séances de 3 heures. Quand il y a énormément d'informations ingurgitées, par le corps et qu'il a besoin de les restituer, de les libérer, c'est 6 heures. Mmh mh. Il y en a, en 1 heure, c'est fait. Mmh. Mais, il y a des Ah si, personnes. on peut du coup entamer quand même une thérapie avec ces techniques-là qui sont de la libération quand même, émotionnelle et libération du corps. On Ça peut. marche aussi, Oui, on peut, mais, avec cette nuance que ça prend du temps. C'est intéressant ce que tu viens de dire, je le savais pas, tu vois? oui, ça prend vachement de temps de libérer l'information du corps. Toujours, encore une fois, ça dépend de Oui. du niveau, tu vois, de la grossitude de ton trauma, hein, de l'ampleur qu'il a. Hem, Simplement, bah, par exemple, les techniques chamaniques vont pas forcément t'emmener automatiquement vers une libération du corps, hein. Mmh. C'est on va dire que ton ensemble corps-esprit, va fonctionner ensemble pour t'emmener, là où bon lui semble. Donc aller, vers ces techniques-là pour faire, de la libération, de trauma dans le corps, ça reste un petit peu aléatoire parce que, peut-être que tu vas aller en visiter un petit bout et puis, le reste de ton voyage, ça va être sur d'autres sphères, d'autres choses. Mmh. Donc vraiment, en fait, si ton objectif, c'est d'aller libérer les traumas du corps, va vers une technique qui ne fait que ça, où tu es sûr de le faire. J'ai aussi un autre bouquin, un peu référence qui m'a fait pas mal de prise de conscience, c'est celui de Natacha Calestrémé, «La clé de votre énergie». Mmh. Tu l'as lu ou pas? Ouais, ouais, enfin, je l'ai pas lu en entier, j'en ai lu, quelques chapitres. Mmh. On va dire les 7-8 chapitres, mais il y a un petit moment déjà, donc c'est vrai Ouais. que j'en ai pas Et un souvenir, très clair. ouais, elle parle justement aussi, bah, de ce lien entre les émotions et les maladies Mmh mh. et dedans, il y a un chapitre qui m'a parlé, c'était, par exemple, le transgénérationnel. Mmh mh. Elle parlait de ça. Une maladie, par exemple, qui se transmet, de père en fils, un cancer, par exemple, du pancréas, allons-y. J'ai un exemple de quelqu'un que je connais là, qu'elle vient de déclarer ça et voilà, alors que son père l'a eu. Alors comment ça se fait qu'il y a ce truc, de génération en génération, alors qu'il y a plein de médecins qui disent que les cancers, c'est aussi, environnemental, par rapport à ce qu'on mange, par rapport à notre santé, par rapport à ce qu'on respire, et ce qu'on vit aussi, dans le bouquin, c'est aussi par Mmh. rapport à des émotions, qu'on aurait pu vivre et qui sont en train de bah, qui ont créé des chocs. Du coup, dedans, là, il y a un docteur qui disait, en fait, il suffit juste d'une prise de conscience. Elle prenait l'exemple de Philippe Bobola, docteur en physique, biologiste, chercheur sur le cancer, anthropologue, psychanalyste. Bon, le gars, il sait de quoi il parle. Il dit: «On parle de famille, de famille où, les femmes ont un cancer, tout ça». Il dit: «Généralement, il suffit d'enlever cette croyance pour que le cycle s'arrête». Tu vois? La croyance que, en fait, bah, mon père a eu ça, bah, du coup, moi aussi, je vais l'avoir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, je pense qu'il a raison, mais Mmh mh. enlever une croyance, c'est pas genre, j'ouvre ma boîte à croyances et j'enlève la croyance et puis tout va bien. Tu vois, c'est une solution très simple pour une mise en œuvre un petit peu plus complexe quand même. Mais oui, je la finalité, effectivement, c'est de se débarrasser de cette croyance. Mais comment elle se construit, en fait, cette croyance? Moi, je Mmh. pense que les personnes qui, dans une même famille, vont déclarer les mêmes maladies, c'est exactement la même chose que des personnes qui, dans une même famille, vont avoir les mêmes comportements, tu sais? De mère en fille et cetera. C'est exactement la même chose, c'est simplement qu'une maladie, c'est l'extension d'un comportement, répété, du corps. Et qu'à un moment donné, il est tellement puissant, ce comportement, que ça va engendrer carrément un dysfonctionnement, cellulaire et une maladie derrière. Mais au départ,
Ce sont, vraiment, des, des empreintes, je pense que ce sont des empreintes sensorielles, heu et on a les mêmes que celles de nos parents. Mais pourquoi? Pas parce que, symboliquement ou énergétiquement, on s'est inscrit, dans une lignée. C'est quand même, il y a de ça, mais ça se traduit dans la matière. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps physique, il est quand même moitié papa, moitié maman, d'un point de vue de sa construction matérielle. Donc on va avoir les mê et notre corps va avoir les mêmes propriétés que celles de nos parents. Et quand on va vivre en intra-utérin des petites catastrophes, on vit à peu près tous les mêmes, hein. Donc ça va être toujours les mêmes problématiques de cordon, les mêmes problématiques d'asphyxie, des problématiques, de jumeaux et cetera. Et ben, notre corps va avoir de très grandes chances de réagir face à l'adversité de la même manière que nos parents ont réagi dans le ventre de leur propre mère. Donc on va sortir en fait de ce ventre-là, on va naître et on va déjà avoir un terrain, très, orienté comme un terreau, tu sais, qui a certaines particularités qui va permettre, alors je sais pas, je fais pas trop de jardin moi, mais, imaginons que ce terreau permette à certaines plantes de pousser et à d'autres, bah, de ne pas pousser du tout. On va avoir un terreau très similaire à celui de nos parents. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre modèle, de vie, ce sera 90 nos parents. Ça va être eux notre référentiel. Bah, la plupart du temps, c'est quand même avec eux qu'on passe le plus clair de notre temps, hein. Sur les 3-4 premières années de notre vie, voire 5-6 années, l'école va jouer un rôle extrêmement, quand même, faible en termes d'influence, mais sur les premières années de notre vie, on est avec papa et on est avec maman. Hein, Oui. même si on a une fratrie, même si on a des grands-parents qui nous gardent, c'est eux qui vont nous influencer le plus. Parce qu'on va les voir au quotidien et au quotidien, on va observer quoi? Des comportements et même si on n'est pas à même de les comprendre intellectuellement, ça va être intégré, d'une manière différente. Ça va être intégré par le corps. Sauf que comme notre terreau il est identique à celui de papa ou identique à celui de maman, plus ou moins, enfin, en tout cas, on est plus ou moins orienté d'un côté ou de l'autre. On n'est jamais complètement équitable, entre les 2, hein. On va plus ressembler à papa ou plus ressembler à maman et bah, quand on va observer leur comportement, finalement, c'est comme s'il y avait pas de choix. On va se mettre à faire pareil. Mmh. En général, il y a toujours un parent, dont on ressent ouais, à qui on ressemble plus et puis un autre qu'on va un peu plus rejeter. Alors ça va être, ça va dépendre en fait des situations, hein. Sur telle situation, dans tel domaine, j'aurais plus choisi l'option maman et rejeté l'option papa et Oui. inversement dans d'autres situations. Mais en fait, c'est comme si, il y avait un libre arbitre extrêmement, limité parce on est conditionné d'entrée de jeu. Et donc quand on va observer, ces comportements-là et ben, on va les intégrer, on va les prendre pour nous, ça va nous servir de modèle, et c'est comme ça qu'on va jusqu'à la dernière strate, c'est-à-dire développer des croyances. Mais en premier lieu, le petit enfant qui voit ses parents agir, lui, il va simplement, éprouver certaines, sensations corporelles. C'est d'abord son corps, en fait, qui va réagir à ce qui va se passer, devant lui. Hem Et en fait, la manière dont son corps réagit, elle est conditionnée par ce qu'il a appris dans le ventre maternel. Pas matériel, enfin il est matériel, ça c'est sûr, mais il est maternel avant tout. Et donc son corps va réagir d'une manière, complètement, stéréotypée, une manière dont il ne sur laquelle il n'a pas de pouvoir. Parce que faut pas quand même pas oublier que le corps et la personne qui habite le corps, c'est quand même 2 choses différentes. On est certes en très grande interaction, mais notre corps, il a sa propre autonomie, il a sa vie. Et lui, il nous influence énormément. Donc il va réagir et ça va engendrer du coup des émotions qui vont engendrer des comportements qui vont progressivement se construire et donc ils vont se construire, ben, selon, ce qu'on aura entre guillemets «choisi». On l'aura pas vraiment choisi, mais ce qu'on on aura pris, l'option papa ou l'option maman. C'est bien plus tard, à l'adolescence, qu'on va se mettre à dire: «Ouais, non, mais ça me plaît pas là, ni l'un ni l'autre, je vais commencer à transformer». Mais en réalité, notre être
notre esprit, lui, a envie de transformer, mais notre corps, lui, il transforme rien du tout. Lui, il est toujours, complètement enfermé dans ses répétitions. Puisque notre système nerveux ne fonctionne que par association, dès qu'il va trouver, en fait, dès qu'il a, intégré une manière de réagir en fonction d'une situation, il va pas en changer. Ça l'intéresse pas. Mmh. Il n'est pas sur ce mode, en fait, d'apprentissage, d'amélioration. Quand notre corps s'améliore, c'est parce que nous, on le force à le faire. Admettons, qu'on est en train d'apprendre à faire, du piano, bah, on le force, en fait, à apprendre comment taper sur les touches et puis progressivement, avec les années de pratique, ça va aller de plus en plus vite et finalement, on pourra presque discuter en même temps qu'on fait du piano. Mais spontanément, lui, sa manière de fonctionner, n'est pas évolutive. Il va toujours réagir pareil. Donc, tu as beau vouloir faire différent, de papa ou de maman, bah, ton corps lui, il va pas faire différemment. Ouais, OK. Mais du coup, différemment dans les comportements qui vont engendrer un cancer ou différemment dans, tu vois, juste, dans ce qui est engrammé dans les cellules, au niveau transgénérationnel et c'est juste qu'on va le déclencher, quoi qu'il arrive, Bah, on va le déclencher, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'on se débarrasse de cette information cellulaire. D'accord. OK. Il faut qu'on s'en débarrasse et parfois il y a des événements de vie, qui permettent au corps de faire le ménage, mais souvent ça implique d'aller bien bas, bien violemment et là notre corps n'a pas d'autre choix que, d'apprendre d'autres manières de fonctionner, mais il faut souvent le violenter pour ça. Mmh. En tout cas, quand ça arrive à travers les événements de la vie. On n'est pas obligé de souffrir autant, on peut se débarrasser de l'information, corporelle d'une autre manière, mais c'est vrai que c'est pas encore quelque chose qui a totalement, enfin ça reste, assez, comment dire? Ben, pas inconnu, mais tu vois, confidentiel quoi, cette Ah connaissance-là. oui, Aujourd'hui, complètement. on parle des émotions et on parle du système nerveux, donc c'est chouette, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Intervenir sur tes émotions, intervenir sur ton système nerveux, bah, c'est bien, c'est déjà une première étape, ça te permet de reprendre un peu le pouvoir, sur ton corps ou de lui permettre, de faire en sorte qu'il arrête, de dysfonctionner, parce que c'est exactement ce qu'il fait quand on est dans des situations répétitives, des comportements répétitifs et aussi des croyances répétitives. C'est tout simplement le corps qui est en dysfonctionnement, ça vient de lui en premier lieu. La répétition, c'est le corps, hein, c'est pas trop, c'est pas nous, c'est pas l'esprit. Nous, notre esprit humain, il est toujours en permanence tourné vers l'amélioration, vers devant. C'est le corps qui nous fait tourner en rond là dans une petite roue, comme un petit hamster. Mmh. Et je me Hem, suis ouais. toujours posé, tu vois, je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce que je fais si, un jour on me dit que j'ai un cancer, tu vois, par exemple? Je me suis Mmh. toujours posé, je sais pas si tu t'es déjà posé la question, j'imagine que oui? Ah oui, un paquet de fois, c'est vraiment, la maladie du siècle, tu sais, qu'on redoute tous Ouais. et Et je me dis, tu vois, bon, j'ai pas du tout envie de faire une chimio, pourtant, bah, je pense que je j'irai aussi du côté de la médecine allopathique, quoi, mmh, parce que, bah, voilà, il faudra aussi guérir le corps, mais je pense que je vais direct, me faire aider, à trouver l'origine de la maladie, bah, déjà, je viens de voir parce que maintenant je te connais toi, mais 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 en fait, si on te connaît pas, tu vois, par exemple, maintenant mmh. tout le monde dit: «Voilà, vous les vous te connaissent», mais avant je me serais dit: «Bah, je vais direct chez un psy pour trouver ou tu vois, quelqu'un qui va trouver, Pour comprendre, passer par la comprendre compréhension. ce qui se passe». Pourquoi? Parce que pour moi, bah, voilà, il y a comme dans la médecine chinoise, hein, ou bien, ouais, j'irais peut-être vers un médecin chinois aussi, tu vois, en plus. Parce que la médecine chinoise, elle travaille vachement sur les émotions, qui sont engrammées dans le corps et qui pour faire circuler, les énergies, le chi, tout ça, pour les libérer, en fait. Il me semble, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Après la médecine chinoise, c'est quand même une médecine qui est particulièrement efficace quand elle est en prévention, hein, tu sais? On Mmh. dit qu'un bon médecin, c'est un médecin, chez qui Oui, on va pas malade. ouais, ouais, ouais. Donc Mais ils ont quand même des c'est sacrées une médecine solutions plus sage, quoi. libérer, voilà, libérer l'énergie, qui stagne, qui est bloquée, qui pourrit en d'une certaine manière, je sais pas comment dire ça, Ouais, c'est ça. Mmh. et ça libère. Par exemple, avec l'acupuncture, ça fait Mmh mh. libérer, certaines, mêmes émotions, je pense, hein, qui sont
Non? Bah, oui, de tout est lié de toute façon. Donc faut pas voir, les émotions comme, une cause, mais c'est toujours plus, une conséquence. Donc c'est comme le mental, tu sais, quand il est hyperactif. «Ah, je suis trop dans le mental, je pense trop, je vais pas y arriver parce que, j'ai trop de pensées tout le temps». Non, mais c'est normal, en fait. C'est simplement qu'il y a des choses qui déconnent dans ton corps, des dysfonctionnements sensoriels et ça engendre un mental suractif. Donc c'est pareil, ça engendre aussi des émotions récurrentes qui reviennent et qui stagnent et tu vois comme, le fond de la poêle, qui est un petit peu abîmé, puis l'omelette là, tu vois, tu arrives pas à décoller. Heu, donc ouais, Alors ça aide à faire, circuler tout ça, mais c'est, d'où l'im en fait l'importance, hem, la médecine chinoise, c'est, je pense quand même un de ses credos, très forts, de s'occuper de ces stagnations tout de suite quoi, avant d'être malade. C'est-à-dire qu'une fois que tu es malade, c'est, heu, je vais pas dire que c'est trop tard parce qu'on se remet de la maladie, mais il y a un truc qu'on n'a pas vu, tu vois? Il y a quelque chose qui n'a pas été géré, hem et c'est aussi beaucoup lié à notre éducation, notre conditionnement, sociétal. On n'est pas du tout, connecté à nos corps. On est connecté à notre intellect, on ne sait pas comment le corps fonctionne. On commence à peine à découvrir que, si on intervient sur notre système nerveux, ça va nous permettre de réguler nos états d'être, nos émotions et cetera. C'est quand même le drame, quoi. Mais on ne se rend pas compte de l'impact que l'information stockée dans le corps peut avoir sur nous sur le long terme et effectivement jusqu'à causer la maladie. Et en fait, c'est dès tout jeune qu'il faut gérer ça pour ne jamais, en fait, faire face à de telles, catastrophes. ouais, mais bon, une fois qu'on est devant le fait Ah accompli, bah, ça oui, on passe fait comme on peut. la plupart du temps, en fait, parce qu'avant, on n'est pas comme les Chinois, on s'en fout un peu et Mmh mh. peut-être qu'on a peur, hein, justement, quand, on a du transgénérationnel comme ça qui s'active, de génération en génération. On en a sûrement peur et on finit par le vivre, quoi. Mais, et quand on connaît Il faut pas en toutes fait, ces c'est aller thérapies. traiter ses peurs. C'est que si on se rend compte qu'il y a des peurs qui sont là, hein, avant que la maladie se pointe, il y a des peurs récurrentes, sur certains sujets ou alors des ressemblances, comportementales dont on n'arrive pas à se dépatouiller, avec, l'un de nos parents. C'est ça qu'il faut aller traiter. Ouais. Faut pas attendre qu'il y ait une maladie qui se pointe, mais c'est sûr que c'est pas encore dans les mœurs et ça le sera peut-être que dans, je sais pas moi, 100 ans, 200 ans, peut-être, tu vois? Faut Mmh vachement mh. de temps pour qu'un changement, aussi radical, se fasse, Ouais. ça Il y a fait quoi, il y a quoi comme autre thérapie, qui est valable, pour faire mmh, ça à tes yeux? ce que une thérapie que, alors je n'ai pas expérimenté, mais que je pense est très bien, c'est, la MLC, la méthode de libération des cuirasses de Marie-Lise Labonté. Ah oui. C'est, en fait, exactement le même type, de thérapie. Alors sa connaissance n'est pas fondée sur les traumas intra-utérins, mais plus sur une, espèce d'analyse, psychanalytique c'est un concept, en fait, de cuirasse que l'on va créer, au fil de notre existence, mais à compter du notre stade fœtal. Donc ça quand même, ça prend un petit peu en compte, notre, aspect prénatal, et en fait, c'est comme des murailles, tu vois, qu'on va créer sur notre corps physique, qui vont engendrer certaines résistances, des blocages, énergétiques, des toujours pareil, hein, des répétitions émotionnelles, comportementales, des douleurs, des schémas sensoriels qui vont se répéter et cetera et elle travaille, c'est plus, par le mouvement. Tu vois? Avec des exercices, des exercices spécifiques de posture où, par exemple, tu vas aller prendre une balle ou 2 balles et les, caler à certains endroits de ton corps, et les faire rouler à ces endroits-là jusqu'à créer un inconfort, physique, qui, va engendrer un déferlement émotionnel et cetera et en fait, petit à petit, par, hem par la provocation, de, ces gènes sensoriels, qui vont créer des émotions, tu vas petit à petit te délester, de, ce qu'elle appelle les cuirasmes. Mais en fait, c'est toujours le même fonctionnement, c'est-à-dire on ne fait que revivre,
des événements, des empreintes sensorielles que le corps a au préalable, enregistrées. OK. Donc ouais, je trouve qu'elle est bien, sa méthode. Ensuite, il y a, la méthode Tipeee, fondée par, Luc Nicon. Alors, lui, je crois que j'en ai déjà parlé de lui. Tipeee, Hem non, ça me dit rien. ah ouais? Mérite de la bonté, oui. Je pense que c'est on en a parlé une fois, mais pas aussi en détail et ça, non. Luc Nicon, c'est, vraiment, celui qui a, théorisé de manière hyper sérieuse, les événements, intra-utérins. C'est, sur la base de son travail, moi, que j'ai commencé. Depuis avec, tout ce que j'ai fait, comme séance, j'ai pas mal enrichi, ce qu'il a pu, apporter. Mais, franchement, le socle de connaissances et puis de 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 il a créé des modèles, en fait. Il a vraiment permis de, comprendre ce qui se passe comme événement très spécifique, dans la vie intra-utérine et certaines des conséquences que ça peut avoir, heu, dans l'enfance ou puis à l'âge adulte, et cetera, et cetera. Et du coup, il a créé, cette méthode qui s'appelle TIPI, donc TIPI. Je sais qu'elle a un petit peu évolué, les thérapeutes ne travaillent plus comme, lui, il travaillait au tout début quand il faisait ses recherches. Mais je crois que c'est pas mal quoi, du coup. Mmh. OK, OK, OK. Parce que Donc voilà, il y a plein de choses, hein, qui existent, hein. Je veux dire, il y a pas que au ciel et terre, heureusement. ouais. D'ailleurs, toi, tu es en train de faire une formation, de créer une formation avec ta méthode pour que d'autres personnes puissent, hem, avoir d'autres disponibilités de tout que toi, parce que toi, tu es dispo en septembre ou en novembre, hein, c'est ça? Ou Ah même non, là, en janvier. janvier! La vache! OK, ouais, Ah ouais, non, ouais. là, c'est un peu cata, j'avoue. Et puis, même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de rendez-vous, hebdomadaires. Il va falloir que je lève le pied, ne serait-ce que pour, mon propre, ma propre sérénité, tu vois? Ah oui, non, oui. Mais ouais, 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 c'est l'idée, de former, un maximum, de thérapeutes pour que cette méthode, puisse être, puisse se déployer et puis pour pouvoir aider un maximum de personnes. Alors, bon, c'est vrai que cette méthode-là, elle est très efficace, elle est pas confortable par contre, c'est pas agréable. Faut une vraie détermination quand on veut se lancer dans ce type de travail. C'est pas du tout complaisant, ça fait mal dans le corps, hein. Revivre les événements intra-utérins, par lesquels, on est passé, il y en a qui se revivent, on va dire, ça passe comme une lettre à la poste et puis il y en a qui sont très douloureux parce qu'on stocke beaucoup, beaucoup de mémoires, de douleurs, en fait, dans le corps. C'est vraiment ça qui nous influence dans le quotidien. C'est ça qui crée nos schémas répétitifs. Donc voilà, ça marche super, mais c'est pas forcément fait pour tout le monde parce que ça fait mal et ça demande quand même de l'endurance. Mmh mh. Mmh. OK. Bon, en tout cas, c'est génial, c'est tu vas former en octobre, hein, c'est ça la Ouais, date? octobre, mi-octobre, début novembre, là, j'essaye de trouver le bon, tu vois, la bonne fenêtre de tir, pour me lancer. Donc Ouais. ouais, j'ai hâte, ça va être super. Je suis très contente de pouvoir diffuser, cette connaissance-là, surtout que, j'ai bien essuyé les plâtres, si tu veux. Je suis Mmh. passée tellement par des cas de figure, compliqués, enfin, voilà, maintenant que c'est rodé, il faut que ça se diffuse. Tu avais aussi autre chose à nous expliquer, que ce n'était pas forcément, émotionnel ou qu'il y avait forcément des causes. Oui, quelque chose dont on parle, peu, enfin, en tout cas, moi, c'est un propos que j'ai, en fait, jamais entendu, dont j'ai pris conscience, dans mon travail avec les personnes qui viennent me voir. C'est qu'il y a quand même aussi une limite, enfin, une autre limite, sur le fait de conscientiser, ces problématiques. Tu sais, quand tu tombes malade, tu chopes une angine, tout d'un coup, il y a une maladie qui se déclare ou une douleur à droite à gauche. Bref, si tu es systématiquement, dans la mentalisation de ce qui est en train de se passer, peut-être que tu rates un truc qui est que ce qui est en train de se passer, il est possible que ça ne concerne que ton corps et pas toi. Et ça, c'est quelque chose qui ne vient
jamais à l'esprit des personnes parce qu'on est déjà tellement identifiés à nos corps. Nous, on pense que le corps, c'est nous, même si dans un sens, on a compris quand on meurt, voilà, on quitte le corps, ce n'est qu'un véhicule d'emprunt, et cetera. Mais dans le quotidien, c'est vraiment, très intégré, cette idée que quand il arrive un truc au corps, ça veut dire quelque chose sur nous. Ça veut dire quelque chose de la personne qui habite le corps. Sauf qu'en fait, le corps, il a, sa petite vie à lui. Il a son expérience à lui. Il a sa propre vie et je me suis rendu compte de ça sur énormément de séances où, les personnes revivaient une expérience intra-utérine et où il y avait un décalage, mais énorme, entre le corps et la personne. C'est-à-dire que parfois le corps se mettait à faire quelque chose et la personne se disait: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai pas du tout envie qu'il fasse ça, mais pourquoi il fait ça? Et ça me fait peur, mais pourquoi il va dans cette direction? C'est pas du tout ça qu'il faut faire, n'importe quoi», et voilà, et tu avais une lutte. Ou l'inverse, c'est-à-dire la personne voulait faire quelque chose et le corps, lui, il allait complètement à l'opposé. Donc en fait, tout ça pour dire Mmh. que le corps, lui, il a sa propre intelligence, il a son propre fonctionnement, il a sa propre expérience à mener, et on a beau être en grande interaction avec lui, bah, nous aussi, on a nos propres choses qui n'ont rien à voir avec, le corps, et parfois quand il arrive des choses au corps, parfois ça part juste de lui, pas de nous. Et il y a pas de cause. Bah, il y a des causes, mais Ça serait des causes environnementales cette fois. On en parlait tout à l'heure. Ça pourrait être, voilà, quelqu'un qui vit dans un environnement pollué, quelqu'un qui mange mal, je sais pas? oui, mais ça peut être purement environnemental, ça peut être aussi lié à la mémoire que le corps porte, tu vois? Ça peut être lié au vécu de ce corps, Il a eu mais des accidents, il a eu des séquelles de quelque chose et puis ça le rend malade? il a développé une faiblesse, à certains niveaux, vasculaires, musculaires, je ne sais pas. Il porte de l'information qui n'est pas forcément, très, très saine pour lui et donc qui l'influence, qu'on peut l'aider à libérer. Mais en fait, il y a plein de choses qui se passent dans le corps qui sont liées qu'à lui et simplement, en fait, elles n'ont pas de rapport avec nous. Voilà. Donc parfois, on peut l'aider à évacuer le problème, mais s'identifier systématiquement à ce qui se passe dans le corps, pour moi, c'est une erreur. C'est intéressant, ça on n'a jamais entendu parler, sauf dans la médecine normale. Voilà. Oui, mais heu, c'est vrai que la médecine normale, a tendance à, faire une Juste grande avoir ce point de vue. dissociation. Ouais, ouais, c'est ça, une grande dissociation entre le corps et la personne, mais d'une manière, pas très poétique quoi, si tu veux, c'est le corps est une machine, ton corps dysfonctionne et oh non, les émotions, tout ça, ça n'a aucun impact sur le corps. C'est très c'est un peu extrême quoi. Mmh mh. Heu, alors que là, moi, ma vision, c'est plus, bah, le corps est une entité vivante qui mène sa propre expérience terrestre. Le corps est constitué de cellules. Les cellules sont toutes des petites bribes de conscience, hein. Il y a une énergie de vie dans chaque cellule et si tu vas plus bas, encore plus petit que la cellule et ben, il y a sans doute d'autres, petits courants de vie, tu vois? Petits courants de conscience. Tout ça, c'est en train d'expérimenter dans la matière et cet ensemble-là a aussi quelque chose à apprendre de cette expérience et pour le coup, il y a des moments où, ce corps-là a besoin d'expérimenter certaines choses qui n'ont pas de rapport avec, nous, la conscience qui habitons le corps. Alors ça nous emmerde, hein, parce que forcément ça a un impact sur nous, mais il y a pas forcément de signification à aller chercher. Donc ça, c'est important d'avoir ce recul-là. Hein, déjà, ça permet aussi de dédramatiser, certains petits bobos, tu vois, du quotidien. Parce que quand on en vient à systématiquement aller chercher une signification, du moindre rhume, du moindre coup de mou, tu vois? C'est je pense que là, on va un peu trop loin, quoi. Ouais, parfois c'est vrai et c'est vrai que c'est un peu des dérives, qu'on peut avoir, quand on est, dans la spiritualité ou le développement personnel, quoi. Mmh. C'est vrai. Tout à fait. C'est bien de le rappeler, merci. Voilà, très cher C'est le dernier épisode de de, l'année.
de l'année, on va dire, enfin de l'année Année de scolaire, quoi. de l'année scolaire, ouais, avec Aude du coup et on reprendra, en septembre si tu es toujours, partante. Mais oui, avec plaisir. C'est mon petit rendez-vous mensuel, j'adore. Ça me fait toujours super plaisir de faire ces petits podcasts, mensuels. C'est chouette, il y a une bonne ambiance, les sujets sont toujours sympas. Ouais, j'aime beaucoup, quoi. C'est très Ouais. agréable. Et d'ailleurs, oui, je pense que tu es une des personnes qui sont les plus écoutées sur le podcast, C'est donc vrai? Trop oui, bien. oui. Attends, là, mon ego, il est tout en joie. Je crois que le record, c'est, celui sur les guides. Ah ouais, bah oui, tout le monde adore, hein, c'est sûr. Bah, en plus que c'est tellement facile à mettre en place Mmh. qu'une fois que tu es connecté à eux, tu es aidée, Tu es accompagné, quoi. oui, tu es accompagnée. Tu te sens moins seule. Tu C'est comprends que tu ça. es pas seule. Et tu as des sacrés coups de pouce aussi, qui viennent de nulle part, quand tu as besoin d'aide, et puis, enfin, c'est magique. Donc, cet Ouais. épisode, il est très, très chouette sur les guides. On a tous besoin d'un peu de magie dans la vie. Ouais. Et ça, c'est une des plus faciles à mettre en place, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, je l'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Bah, comme beaucoup de personnes, c'est un des sujets qui m'a amenée à m'intéresser à l'invisible, hein, il y a des années et des années. Mmh. Il y avait ça et puis l'après-vie. Alors c'était, mes 2 passions et puis bon, bah, après on apprend d'autres choses, hein, au fur et à mesure de son avancement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui met souvent le pied à l'étrier, tu vois? Ouais. Moi, c'était, enfin, c'était quelqu'un c'est mon arrière-grand-mère qui m'a sauvé la vie. Ça a été Mmh. un des premiers chocs en me disant: «Mais waouh, il se passe quelque chose, il s'est passé quelque chose là». Et et voilà, j'ai conscientisé plein de choses après. Ça m'a un peu remis le pied à l'étrier, en effet, quoi. Ça a été cette expérience. Mmh. Mmh. Non, mais c'est chouette, ça rend la vie, un peu plus, un petit peu plus magique parce que bon, bah, on va pas se le cacher, hein, c'est un petit peu la galère quand même. On n'est pas venu, trier les lentilles, donc on en chie un petit peu au quotidien ou même, sur des longues périodes. Hein? Vivre cet aspect-là, c'est quand même bien. Je disais surtout en ce moment, si c'est un peu la galère en ce moment, on en parlait avant d'enregistrer, il y a les résonances de Schumann qui sont hyper hautes, il y a eu, les tempêtes solaires, et j'ai l'impression que c'est un tempête un peu partout, chez plein de gens Non, mais et il y a toujours un truc de toute façon. Quand c'est pas, le cosmos, c'est ta vie perso. Quand c'est pas ta vie perso, c'est que la société qui déconne, sinon, c'est la catastrophe environnementale, hein, franchement. Il y a toujours des choses, quoi, hein. Donc on est venu quand même ici, pour expérimenter un petit peu l'adversité, hein, la difficulté, se mettre au défi. Donc c'est réussi, on est bien au défi. Donc nos amis les guides là, merci d'être là, hein. Merci d'envoyer, des petits coucous de temps en temps, ça nous remonte le moral. et ben voilà, c'était, donc le dernier épisode de la saison 2 et puis, Bravo la saison 2 de Chroniques Cosmiques! merci tout le monde d'avoir été là, merci à toi, c'était trop, trop chouette, c'est 6 mois qu'on a passé à papoter Mmh. et bah, cet été, il y aura quand même des épisodes, mais beaucoup plus courts. Donc s'il y en a un long, je vais le fractionner en plusieurs et puis, on va peut-être parler plus, d'histoires d'éveil, spirituel comme c'était l'origine, de Curiologie et du Oui, coup c'est de vrai que c'était ça à l'origine. Mmh. oui, ça a changé de nom pour ceux qui Mmh. viennent d'arriver en route. Et donc voilà, il y a quand même, on doit être au 59e épisode là ou 60, je ne sais plus. Donc il y a quand même pas mal de de choses à écouter si vous voulez écouter ça cet été. Mmh. Ouais, pas mal de retard à rattraper. J'adore parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir, qui disent: «Oh, je viens de te connaître» et puis, j'ai écouté tous les épisodes, enfin j'essaie d'écouter tous Waouh! les épisodes, c'est incroyable. C'est génial, ça fait tellement plaisir. Ah, c'est top, c'est Mmh. super. Et si vous avez des idées, des envies de sujets, bah, n'hésitez pas à venir, me le dire et puis, on essaiera de trouver enfin, j'essaierai de trouver des personnes et puis ou bien on fera des discussions avec Aude et j'aimerais bien parler de connaissance de soi
hein, pas mal un peu Mmh. plus de développement personnel, voilà, parce que, bah, c'est aussi un des trucs que moi j'adore et puis que depuis toujours, je pense que ça rentre dans la ligne du podcast, même si c'est pas forcément en rapport avec l'invisible, hein. Là, on a parlé des maladies, des émotions. Que de réjouissance pour l'année à venir. Même moi, j'ai des idées de sujets. Je t'en parlerai. Ah trop bien. Bon, bah, Aude, merci encore. De rien, avec plaisir. C'était avec joie comme d'habitude. On te retrouve sur Instagram. Aude Yes, Solitaire. c'est moi. Et puis, bah, je vous souhaite, un bel été parce que c'est l'été! Mon Dieu, ça y est, il fait froid mais c'est l'été. Non, moi, je suis désolée, mais par la fenêtre, c'est toujours pas l'été. Ouais, Bon, c'est clair. c'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Et bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques et merci à tous pour votre écoute. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.